Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 16 octobre 2019 avec l'Égypte qui coopère avec tous les pays riverains du Nil dans le domaine des barrages et de la gestion des ressources hydriques et participe de fait à la construction de barrages dans ces pays, dont la Tanzanie, selon le ministre égyptien des ressources hydriques et de l'irrigation Mohamed Abdelati devant le Parlement. Abdelati a jugé nécessaire d'établir une coordination entre les pays du bassin du Nil concernant notamment le remplissage, le fonctionnement et l'administration des barrages érigés sur le fleuve, signalant que l'Égypte avait fait appel à des hydrologues égyptiens dans le cadre des négociations qu'elle engage avec les pays concernés. Plus de détails dans ce compte-rendu de Marwa Arafa et Chérif Boussela. L'Égypte coopère avec tous les pays riverains du Nil dans le domaine des barrages et de la gestion des ressources hydriques et participe de fait à la construction de barrages dans ces pays, dont la Tanzanie. Selon le ministre égyptien des ressources hydriques et de l'irrigation, Mohamed Abdelati, ce mercredi devant le Parlement. Abdelati a jugé nécessaire d'établir une coordination entre les pays du bassin du Nil concernant notamment le remplissage, le fonctionnement et l'administration des barrages érigés sur ce fleuve, signalant que l'Égypte avait fait appel à des hydrologues égyptiens dans le cadre des négociations qu'elle engage avec les pays concernés. Cette coordination est nécessaire notamment pour régir le remplissage en période de sécheresse et la génération de l'électricité sans que les quotas d'eau des pays d'aval ne soient gravement impactés, explique le ministre, rappelant que l'Égypte avait sollicité l'intervention des médiateurs internationaux dans le processus de négociation en cours avec l'Éthiopie et le Soudan. Il a aussi précisé que l'Égypte œuvrait également à relier les pays enclavés à la mer Méditerranée afin de leur permettre de se développer, de réduire le niveau de pauvreté, dynamiser le commerce et le tourisme et d'augmenter les projets communs. Voyant que les négociations avec l'Éthiopie avaient commencé en 2008 avec la participation de la Banque mondiale afin de construire un barrage sur le Nil bleu, quoique l'Éthiopie a créé la surprise en 2011 en parlant d'un autre barrage qui est celui de la Renaissance. L'Égypte a demandé la mise en place d'une commission internationale pour faire les études nécessaires sur le remplissage, le fonctionnement, la sûreté sismique et l'impact sur les pays d'aval. Cette commission a pointé des failles après quoi des changements ont été opérés, selon Abdelati. Le ministre a également mis en exergue le refus éthiopien de solliciter les services d'une société internationale pour faire les études nécessaires sur le barrage et le piétinement des négociations sur le procédé de remplissage et de gestion, affirmant des 9 réunions initialement programmées à ce sujet, 4 seulement ont eu lieu et que les événements survenus par la suite au Soudan avaient empêché leur tenue pour un certain temps. Il a souligné par ailleurs que l'efficacité d'exploitation de l'eau en Égypte atteignait 90%, alors qu'elle n'était que de 30% dans nombre de pays africains, indiquant que la stratégie du gouvernement égyptien reposait sur la rationalisation de la consommation de l'eau, le développement des ressources hydriques, l'augmentation des réservoirs de stockage de l'eau de pluie et des projets de dessalement de l'eau de mer dont dépend essentiellement tous les nouveaux projets entrepris sur les villes bordant la Méditerranée. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a annoncé l'envoi d'une équipe médicale égyptienne à l'État de Tchad. L'équipe médicale est dirigée par le ministre adjoint des initiatives de santé publique, Dr Mohamed Hassani. Ceci intervient dans le cadre d'initiatives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à traiter 1 million d'Africains de l'hépatite C. Voyons ensemble ce commentaire signé Marwa Arafa et Chérif Boussela. La
La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a annoncé l'envoi d'une équipe médicale égyptienne à l'État de Tchad. L'équipe médicale est dirigée par le ministre adjoint des initiatives de santé publique, Dr Mohamed Hassani. Ceci intervient dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi visant à traiter 1 million d'Africains de l'hépatite C. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine et de son intention d'inaugurer des centres pour le traitement des Africains contre les virus des hépatites, et ce en transférant l'expérience de l'Égypte dans l'initiative présidentielle 100 millions de personnes en bonne santé visant à éliminer l'hépatite C et détecter les malades non transmissibles. Le conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les affaires des médias et porte-parole officiel du ministère, Dr Khaled Megahed, a expliqué que l'équipe médicale égyptienne inaugurera l'unité de traitement des hépatites sous l'emblème « Vive l'Égypte, Afrique » dans la capitale tchadienne, N'Djamena. L'équipe médicale égyptienne formera les cadres tchadiens à la réalisation d'une enquête sur les virus des hépatites, à l'évaluation des états des patients et leur traitement. La formation comprendrait des médecins, des pharmaciens et des responsables de laboratoires ainsi que des tests PCR, a ajouté Dr Khaled Megahed. Il a souligné qu'une cargaison de médicaments nécessaires au traitement des hépatites B et C avait été envoyée avec l'équipe médicale afin de soutenir la clinique, tout en précisant que la visite de l'équipe durait 1 mois dans l'état du Tchad. Dans le même contexte, Dr Megahed a indiqué le suivi des activités de la première équipe médicale égyptienne envoyée au Soudan du Sud la fin du mois dernier à la capitale Djouba. Le leadership est une partie inhérente de la personnalité humaine et les gens font preuve de cette qualité de différentes manières. Avant le colonialisme, le continent africain était subdivisé en groupes et chaque groupe avait son guerrier qui était principalement son chef. La plupart des guerriers africains étaient des chefs d'autres groupes connus sous le nom de tribus. Ils avaient également l'habitude de diriger leur peuple tout le temps, y compris en temps de guerre. Les dirigeants et guerriers africains les plus renommés qui ont traversé l'histoire y accomplissent les exploits remarquables au cours de leur vie. Le plus grand continent, l'Afrique, a produit beaucoup de leaders africains et de guerriers remarquables qui ont marqué l'histoire et écrit leur nom dans les livres de souvenirs comme Ahmed Baba. Les détails avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. Le leadership est une partie inhérente de la personnalité humaine et les gens font preuve de cette qualité de différentes manières. Le plus grand continent noir a produit beaucoup de leaders africains et de guerriers remarqués. L'histoire a écrit leur nom dans les livres de souvenirs comme Ahmed Baba. Son nom complet était Aboul Abbas Ahmed al-Takrawi al-Massoufi al-Timbukti. Il était un chef de file de l'empire Songhai qui dirigeait environ les 2/3 de l'Afrique de l'Ouest. De nos jours, ces zones sont appelées le Niger, le nord du Nigeria, la Gambie, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali. L'Empire s'est effondré à la suite d'une invasion européenne et arabe en 1591. Tous les dirigeants, y compris lui, ont été arrêtés et emmenés au Sahara. Il mourut plus tard, en 1627. Il était également un écrivain, érudit et provocateur politique de l'Afrique de l'Ouest, d'Afrique occidentale. Ahmed Baba est né en 1556. Certaines ressources localisent sa naissance à Arwan, dans le nord-ouest du Mali actuel, mais il est plus probable qu'il soit né à Tombouctou, où sa famille s'était installée auparavant. Il enseignait dans les mosquées de Tombouctou. Exilé à Marrakech après l'invasion de la ville par le Maroc en 1591, il y a continué ses recherches avant de retourner à Tombouctou, où il est mort en 1627. De son vivant, Ahmed Baba a été connu pour ses manuscrits qui traitent notamment de questions juridiques liées à l'islam et de la façon adéquate pour un croyant de pratiquer sa religion. Aujourd'hui, son nom évoque le souvenir d'une époque dorée à Tombouctou. Ahmed Baba a œuvré pour le rapprochement entre les différentes ethnies qui cohabitaient à l'époque à Tombouctou. Pour lui, toute différence d'ordre ethnique s'effaçait devant le savoir. Malgré sa captivité, il fut également considéré comme un savant à part entière par les Marocains.
Dans son traité sur l'esclavage, Ahmed Baba souligne l'égalité de tous les croyants musulmans devant Dieu, quelle que soit leur origine et la couleur de leur peau. Mais il ne condamne pas la pratique de l'esclavage en tant que telle. Selon lui, elle reste légitime pour les non-musulmans. Ahmed Baba est admiré pour son savoir et sa sagesse, mais aussi pour son courage face à l'envahisseur marocain et son attachement à sa ville natale, Tombouctou. Voyant que l'Institut des hautes études et de recherche islamique de Tombouctou porte son nom, ainsi qu'un cratère sur la planète Mercure, il est une figure nationale du Mali d'aujourd'hui. Retournons au studio et on va parler aujourd'hui de la Tunisie. La foule en liesse a célébré lundi au cœur de Tunis l'élection à la tête de l'État tunisien d'une figure atypique, Kais Saïd, 61 ans, enseignant en droit constitutionnel et théoricien de la démocratie directe. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne de la France, Dr Rizk Chahata, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur les élections présidentielles en Tunisie. Bonjour Monsieur Chahata. Bonjour à tous et à tous vos auditeurs égyptiens. Bonjour. Tout d'abord, Kais Saïd a déclaré que l'époque de la soumission est finie et nous venons d'entrer dans une nouvelle étape dans l'histoire. Que voulait-il dire par cette nouvelle étape? Tout d'abord, permettez-moi de féliciter le peuple tunisien pour cette leçon de démocratie qu'on a commencé à prendre goût et que c'est bien. La Tunisie, c'est toujours le thermomètre par rapport à tous les pays arabes. Et je pense que c'était une très bonne chose, ces élections, et surtout les débats entre deux candidats, qui est M. Nabil Karoui et M. Kais Saïd, comme vous l'avez précisé, qui est professeur en droit constitutionnel. Et tout ça, c'est très bénéfique pour la Tunisie et pour le monde arabe. Donc, cette élection qui est quand même un peu exceptionnel, compte tenu qu'un des candidats il était en prison. Ensuite, il y a eu une décision pour sortir, pour pouvoir faire sa campagne électorale et puis faire son débat, qui est un acte très important pour que le peuple puisse choisir en âme et conscience. Et cette expérience tunisienne est très utile pour la Tunisie, mais également pour tout le monde arabe. Oui. Donc on peut que se féliciter de ces élections et je souhaite bonne chance à M. Kais Saïd pour mener la politique souhaitée par le peuple tunisien et surtout les jeunes qui ont voté en masse pour lui. Pourquoi notamment les jeunes? Pourquoi notamment les jeunes, puisqu'il a remercié la participation des jeunes lors des élections présidentielles? Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, ils ont participé en force et en masse. Oui. Et c'est une très bonne chose. Les jeunes doivent, comme nous en Égypte, on voit que le président égyptien s'intéresse beaucoup aux jeunes. Je pense que chaque pays a besoin de ces jeunes. Les jeunes, c'est l'espoir, c'est le changement et c'est la force vive du pays qui est vraiment la colonne vertébrale dans chaque pays et surtout dans nos pays arabes. Donc les jeunes, c'est très important pour les élections. Convaincre les jeunes, c'est gagner un allié important et un allié d'espoir et de l'avenir pour chaque pays. C'est pour ça les jeunes, c'est vraiment important. Oui. Kais Saïd arrive très largement en tête du second tour de l'élection présidentielle. Alors, quelles sont les promesses de Kais Saïd faites durant la campagne électorale? Écoutez, il y a un dicton qui dit que les promesses politiques, surtout dans la politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Pourquoi ce dicton? C'est parce que c'est vrai, on peut promettre vraiment et merveilles dans des élections, mais on ne peut pas, malheureusement, avec la bonne volonté et la bonne foi, on ne peut pas tout assurer d'un seul coup. Il faut du temps pour appliquer et exécuter ces promesses. Oui. Donc les promesses de Kais Saïd, que ce soit dans la transparence, la gestion de pays,
le fait de la Tunisie, on sait tous que la Tunisie a besoin, elle est dans une situation économique qui laisse encore à désirer, que le peuple tunisien qui est un peuple Je m'excuse pour cette interruption, Monsieur Chahata, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous remercions infiniment, Monsieur Chahata, de la France Analyse Politique. Et nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du Monde. Merci pour votre fidélité à Nal TV.